Catherine Regbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la 8e couleur qui est issue de la série de Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. Je suis tombée dessus surtout en regardant une mini-série qui portait sur l'histoire du père Porcher. Et bien là, c'est le début, c'est le premier tome en fait de cette série, la 8e couleur, alors que l'histoire du père Porcher intervient beaucoup plus tard dans la série. Et donc en fait, il s'agit d'un roman pour enfants, inspiré un peu de mythologie grecque, même si c'est un monde complètement différent, complètement impart, un peu loufoque, pas très crédible, mais ce n'est pas bien grave parce que en fait, on rentre quand même complètement dans le livre par les descriptions et l'humour de Terry Pratchett. Et en fait, c'est vraiment une façon de se moquer de la mythologie grecque où vous avez ces dieux-là qui jouent un peu avec les humains qui ne sont pas maîtres de leur destin, qui sont brinque-ballés en fonction des actes qui font qu'ils soient bien vus des dieux ou mal vus des dieux. Et donc, c'est traité avec beaucoup d'humour. Et si vous ne pouvez pas intéresser vos enfants à la mythologie grecque, parce que vous ne trouvez pas de version édulcorée pour enfants, il faut dire que tout ce qui est mythologie grecque, quand on regarde un peu Racine, qui s'est inspiré de pièces grecques, on se dit, mon Dieu, mais ça parle sans arrêt de choses très glauques. Il y en a une, elle mange ses enfants. C'est la femme de celui qui a trouvé la toison d'or, comme elle est abandonnée par une autre femme, une autre fille de roi, après lui avoir tout sacrifié, finit par manger ses enfants. On retrouve à un moment donné une histoire pour que les Grecs puissent partir pour la guerre de Troie. Eh bien, le sacrifice de la fille d'Agamemnon, de toute façon il le paiera bien cher, puisqu'à son retour, sa femme, mère de la fille, se venge en le tuant dans son bain. Bon, mais vous voyez, c'est assez très, très difficile de faire en fait connaître la mythologie grecque aux enfants. On peut éventuellement trouver quelques versions de l'Odyssée, c'est ce qui est le plus abordable, version édulcorée évidemment, parce que voilà, c'est quand même des humains qui font des erreurs et puis ça plaît pas aux dieux et puis c'est plus ça qui compte en fait, si c'est bien ou pas bien. C'est d'ailleurs pour ça que les philosophes font sans arrêt référence à la mythologie grecque, c'est parce que eux, ils essayaient de sortir le commun des mortels de cette dynamique-là et rendre l'homme un peu plus responsable et avec des notions, il est bien de vivre comme ça, de faire attention à ce qu'on mange, de prendre soin de son corps, d'avoir une certaine cohérence de vie. Voilà, on retrouve ça. Moi, j'ai pas beaucoup lu les philosophes grecs, mais un tout petit peu, notamment le Manquet de Platon et des lettres à je sais plus trop qui. Donc, on voit bien qu'il y a sans arrêt des références à la mythologie grecque, mais c'est pas pour rentrer dans cette mythologie un peu, on a un destin et puis il faut le vivre et puis on n'en sort pas. Non, c'est au contraire pour en sortir. Donc, vous voyez que les choses qui s'inspirent de la mythologie grecque, comme Terry Pratchett, donc vous n'avez pas des références à des dieux grecs, non, c'est pas ça du tout, mais vous avez dans le roman, le 8e sortilège de Fleur, le touriste, et son guide qu'il a rencontré, qui est un mage sorti, viré de l'école de magie avant d'être diplômé, qui lui sert de guide, Rincevent, et donc ces deux personnages se retrouvent confrontés à la même problématique de Ulysse quand il veut rentrer chez lui. Eux, ils savent pas où ils veulent aller, mais ils se retrouvent
pris dans une espèce d'odyssée, et puis on se rend compte qu'en fait les dieux, en fait, ils jouent à un jeu qui font que leur vie est mise en danger ou pas, puis c'est parce que les dieux sont les uns contre les autres que de temps en temps ils sont sauvés, de temps en temps ils sont mis en danger. Donc c'est quelque chose de très intéressant qui pose les bases de problématiques très complexes, mais sans en avoir l'air, tout en s'amusant, tout en se moquant, notamment des polices d'Ash Sueur Rance. Donc vous verrez, ça vous amusera quand vous repenserez à moi quand vous lirez le passage. Et donc c'est une façon d'amener en douceur soit la philosophie, soit aux mythologies, mais pour quelque chose qui est grec. Il ne s'agit pas quelque chose de celte. Les Celtes, on en sait très peu de choses. Nous, notre société, elle est basée sur la mythologie grecque et la peur de la nature sauvage. C'est ce qui a coûté la vie à Actéon parce que, en chassant, en s'éloignant un peu trop dans la nature avec ses chiens, pour chasser, il a vu une déesse nue et qui a fini par le transformer en cerf. Il a été dévoré par ses chiens. Voilà ce qu'est la vision de la nature grecque. Et on est malheureusement très empreint de ça. On a peur de la nature. C'est pour ça qu'on a fait des massacres d'animaux, notamment des ours qui mangeaient pourtant aux 3/4 végétariens et seulement 1/4 de leur substance de nourriture sont animales. Donc vous voyez, c'est pas l'ours tueur d'hommes. On vit dans nos peurs, mais de la façon la plus complète, mais parce qu'on est très imprégné de ça, alors que la culture celte était beaucoup plus proche de la nature. Et tout ce qui est textes celtes ont été profondément modifiés parce que la religion catholique a utilisé les textes celtes pour s'imposer en la déformant dans une vision de peur de la nature à cause de l'héritage gréco-romain, qui n'est pas forcément l'héritage juif, et puis aussi pour amener un peu plus de christianisme à travers les textes. C'est pour ça que, quand vous lisez certaines choses, certains romans, notamment toutes les nombreux romans, parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais il y en a une vingtaine ou une trentaine, les romans des chevaliers de la table ronde, de la quête du Graal, mais ça ne reflète pas ce qu'est les Celtes, c'est beaucoup trop christianisé. C'est pour ça que des auteurs comme Tolkien, qui sont de grands chercheurs, mais ils ont préféré étudier des textes comme Beowulf, par exemple, qui sont moins modifiés, plus proches de l'aspect originel, les Eddas, tout ça. Et d'autant plus que ça leur est arrivé, nous on connaît pas tout ça, les Eddas, on a vaguement entendu parler de Siegfried, mais tout ça, ça nous paraît, c'est pas trop dans la culture française, c'est plutôt dans la culture anglo-saxonne. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a des descendants de ces Celtes du continent qui avaient ça, de l'Europe du Nord et de l'Est, qui ont débarqué et qui ont migré et qui se sont mélangés du coup aux Celtes du coin. Donc vous voyez, c'est très complexe et même français, on a encore moins cette culture. Alors ça sert à rien de dire « Oh, mais on a nos cultures celtes ». Non. Il nous en reste quasiment rien, d'autant plus que les druides ont vraiment été massacrés par les Romains et n'ont laissé aucun écrit, mais même pas des fresques. Quand vous voyez des fresques sur les Minoens, ils ont vu d'où venait la légende grecque du Minotaure, d'abord parce qu'ils ont trouvé des cadavres d'enfants qui ont été sacrifiés, probablement des enfants grecs qui ont été faits prisonniers lors des escarmouches entre la Crète et la Grèce, mais aussi parce qu'ils ont trouvé une fresque où les Minoens voltigeaient. Il y avait un Minoen qui tenait la tête du taureau, il y en a un qui voltigeait au-dessus du taureau comme si c'était un cheval d'arçon. Quand vous voyez les fresques, ça vous fait tout à fait penser à ça.
et un troisième derrière le taureau qui devait certainement rattraper le voltigeur ou au moins s'assurer qu'il ne serait pas piétiné par le taureau. Donc il faut arrêter de croire qu'on a des origines celtiques. Oui, c'est quelque chose, c'est un héritage qu'on recherche parce que justement beaucoup plus proche de la nature, surtout aujourd'hui où il est à la mode de faire de l'écologie, mais ne rêvez pas. C'est jamais vous ne trouverez des textes comme on trouve en Chine, jamais vous ne trouverez des héritages par le langage parlé comme on trouve dans certaines îles, Hawaï et compagnie, parce que suite à un massacre, comme il n'y avait pas d'écrit, comme il n'y avait pas de fresques, eh bien il n'en reste plus rien, il ne reste que quelques tertres que les historiens, les paléontologues étudient, mais s'ils arrivent à trouver pas mal de choses, ils ne peuvent pas trouver toutes les choses, toute l'histoire comme ils trouvent pour l'Égypte avec les hiéroglyphes ou ce qu'ils trouvent avec les Mayas en décryptant le code Maya. Ce n'est pas possible, il manque des données et il est à craindre qu'on ne les aura jamais. Donc, il faut lâcher prise sur ça, il faut honorer cet héritage, mais il faut savoir qu'on a aujourd'hui 3 fois rien maintenant. Et donc, ne pas se gonfler d'orgueil et dire ras-le-bol d'étudier les autres civilisations. Si, on étudie les autres civilisations parce que cet héritage celte, on l'a perdu, il nous en reste que quelques brides qui nous en font beaucoup fantasmer et il faut se méfier de ces fantasmes. Voilà, en espérant que ces livres plairont à vos enfants, je préfère m'adresser aux parents qu'aux enfants, c'est plutôt aux parents qu'il faut s'adresser plutôt que de mettre n'importe quoi sur le net, c'est que les enfants, et ça libre accès, je sais bien que c'est pas facile de dégager du temps par les temps qui courent, où on doit travailler beaucoup pour gagner peu. Mais voilà, il faut rester vigilant. Au moins, les enfants devraient demander l'autorisation. Est-ce que je peux regarder ça, quoi? Est-ce que je peux lire ça? Le parent devrait être impliqué. Il l'est de moins en moins et ça fait de plus en plus peur. Je souhaite bonnes lectures à vos enfants et je vous remercie de m'avoir écouté.